Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e numéro de Perspective, l'émission qui a vocation à interroger ce qu'on pourrait appeler des postures de droite, des choses qu'on répète à l'envi sans trop les maîtriser finalement. Et c'est là tout l'objet de cette émission. Ce n'est pas forcément pour les critiquer en tant que telles, mais plutôt pour nous critiquer nous, qui parfois répétons des formules sans trop les maîtriser. Bref, je suis ravi d'accueillir pour cette émission Guillaume Travers. Salut Guillaume. Salut. Bon, bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Évidemment, comme vous pouvez le voir, eh bien, le visage de Guillaume n'apparaît pas et c'est normal. Tout comme la dernière émission, il y avait euh, l'anonymat qui était choisi par Peter Columns. Eh bien là, même chose pour Guillaume, c'est normal. C'est pas tant un problème que ça. Premièrement, parce que c'est une émission longue que vous écouterez sûrement au format audio. Et d'ailleurs, deuxièmement, eh bien, ça me permet de vous rappeler que ces formats perspectives sont disponibles en format podcast sur diverses plateformes, Deezer, Spotify, SoundCloud. Tout est disponible dans la description. Bref, alors Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en 2 secondes et puis ensuite je présenterai un petit peu les bouquins que j'ai sous la main. Évidemment. Alors moi, donc j'enseigne l'économie et puis par ailleurs, je suis surtout connu dans le milieu, on va dire, en tant que collaborateur dans la revue Éléments. Donc j'écris dans Éléments depuis des années, notamment sur les questions d'économie et d'écologie. J'ai également, pendant un temps, géré les éditions de l'Institut Iliade, donc les collections longue mémoire, cartouches, etc. J'ai moi-même écrit plusieurs volumes dans ces collections-là. J'ai écrit au total une dizaine d'essais. Donc dans ces collections-là, 2 volumes de Bibliothèque du jeune européen avec Alain de Benoît, et puis différents autres ouvrages sur Werner Sombart, etc. Et puis voilà, globalement pour ma présentation générale. Et Ouais. si, ajoutons quand même, j'ai créé un petit think tank qui s'appelle Champ commun, tout récemment, il y a 3 mois, où je publie et je publierai de plus en plus d'études, de notes, de recensions sur tous les thèmes globalement touchant à la territorialisation des activités économiques, à leur reterritorialisation, sur la mondialisation, sur l'écologie enracinée, etc. Voilà, donc c'est tout un programme. Alors Guillaume est donc un intellectuel de grande qualité qui a donc publié plusieurs petits ouvrages qui sont quand même aussi concis que percutants. J'ai donc sous la main 4 d'entre eux. Capitalisme moderne et société de marché, c'est le dernier. Ou c'est pas le dernier, peut-être l'avant-dernier, pardon, C'est puisque le dernier c'est celui-ci, c'est Corporation et corporatisme. Exactement. Des institutions féodales aux expériences modernes et également économie médiévale et société féodale. Donc ça, c'est à la rubrique, à la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et puis aux éditions de la Nouvelle Librairie tout court. On a également Pourquoi tant d'inégalités, qui est un livre très intéressant dont j'ai pu d'ailleurs parler dans une émission Nouvelle Vague il y a quelques mois maintenant. Bref, donc on va voir, tous ces ouvrages sont super intéressants. Au-delà de ça, Guillaume intervient dans plusieurs, on va dire, entités de droite. Et donc vous trouverez un petit peu partout des essais, enfin des textes, des conférences. Bref, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre. Bref, Guillaume, bah, écoute, on est parti. Alors, l'idée, c'est donc d'interroger des postures et j'ai envie de parler du rapport de la droite à la modernité. Alors, je donne en préambule ma définition de la modernité, puisque évidemment, je suis un peu enfin, j'utilise beaucoup ce terme, mais pas dans son sens classique. Puisque quand je parle de modernité, je parle, pour faire très simple, très grossier, mais tous ceux qui ont l'habitude d'écouter Perspective le savent, je parle du monde du pétrole, c'est-à-dire transformé par le pétrole, et notamment non seulement par son utilisation en tant que carburant, mais aussi par son raffinage, par son utilisation dans l'ensemble des productions industrielles modernes, c'est-à-dire le plastique et tous ses dérivés. Bref, enfin, il y a énormément de choses, il y a les huiles aussi, bref. Donc pour moi, qui suis comment dire ça, de manière humoristique, un disciple de la vision des choses de Jean Covici, au moins sur cette question de l'importance du pétrole, je pense que c'est vraiment une rupture technique et anthropologique en réalité assez majeure.
Et donc, pour faire simple, quand moi j'emploierai le terme modernité dans cette émission, ça sera dans ce sens-là, c'est-à-dire grossièrement la fin de la Seconde Guerre mondiale où ça s'est développé à vitesse grand V. Voilà. Est-ce que c'est une définition qui, même si elle n'est pas parfaite, j'imagine, intellectuellement, est-ce que tu es d'accord qu'il y a une réalité derrière ce que je dis? Alors évidemment, c'est-à-dire que bon, évidemment, de mon point de vue, j'utilise pas forcément le mot modernité de la même manière. Moi, je l'emploie dans un sens beaucoup plus classique pour parler, pour faire simple, des 2 à 3 derniers siècles et du triomphe de l'individualisme, donc un sens beaucoup plus philosophique et presque anthropologique. Mais on peut évidemment se mettre d'accord aujourd'hui de l'utiliser différemment et je suis évidemment d'accord avec toi que l'un des faits les plus importants et peut-être le fait le plus important, du monde actuel est l'extrême dépendance de quasiment tout notre monde aux énergies fossiles, et notamment le pétrole, même si ça a commencé évidemment un peu avant Oui. avec le charbon et avec le gaz. Et ça me Oui. semble tout à fait important. Et c'est effectivement quelque chose qui est relativement négligé dans nos milieux, disons, de droite au sens large, où on est souvent beaucoup trop idéaliste. C'est-à-dire on pense que c'est uniquement les idées qui mènent le monde. Or, les faits matériels, les contraintes écologiques, les contraintes de ressources sont au moins largement aussi importantes que les révolutions intellectuelles. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est évidemment quelque chose qui d'ailleurs n'est pas vrai tout le temps. C'est-à-dire que toi, comme moi, on croit aussi au rôle et à l'influence majeure des idées, bien sûr, des idéologies. C'est Bien évident. sûr. Sinon, on ne ferait pas ce qu'on Mais fait, mais probablement, bien sûr. exactement. Mais malgré tout, c'est vrai que quand on voit le monde moderne, c'est-à-dire celui du pétrole, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui découlent en réalité de ce progrès technique. Ouais, ma question, elle est simple. Est-ce que, selon toi, ce progrès technique, corrélé, enfin, comment dire ça, accompagné de cette exploitation du pétrole, est-ce qu'il a changé le monde, peut-être plus que d'autres révolutions, même avant ça? Alors, je crois que c'est assez inédit, en tout cas dans l'ampleur de l'énergie qui a pu être déployée à travers le monde. J'avais écrit un article dans Éléments il y a quelques années où je décrivais ce que j'appelais le monde de la photosynthèse, qui était en fait le monde d'avant le pétrole. Avant le Mmh. pétrole, et Jean Covici d'ailleurs l'explique très bien également, on est dans un monde où la quasi-totalité de l'énergie est une énergie issue de la photosynthèse, c'est-à-dire concrètement quoi? Eh bien, on a du soleil qui fait pousser des plantes. Ces plantes, soit on les mange directement nous-mêmes, soit des animaux les mangent et on mange les animaux. Et Ouais. puis il y a des arbres qui poussent et on coupe les arbres et on brûle le bois. Et voilà. Et toute l'énergie, que ce soit l'énergie alimentaire ou l'énergie qu'on brûlait, c'est-à-dire du bois, était conditionnée par la photosynthèse et donc par la quantité de photosynthèse qu'une parcelle, qu'un territoire, qu'une région pouvait faire une Ouais. année particulière. Et donc on est dans un monde essentiellement fermé, euh, corrélé au cycle des saisons. Dans les endroits où il y avait très peu de photosynthèse, pour quelle qu'en soit la raison, parce que c'était trop au nord ou trop au sud, eh bien, il n'y avait quasiment aucune activité. Là où, là où on pouvait en avoir l'exploiter davantage, parce que la terre par exemple, était plus fertile, proche d'un fleuve, parce qu'il y avait de l'eau, eh bien, il y avait plus d'activité. Donc, quasiment tout les modes de vie, les traditions, les modèles économiques, les modèles écologiques étaient orientés de manière presque cyclique à ce monde de la photosynthèse. Et ce monde s'est heurté, et c'est très intéressant, au XVIIIe siècle quasiment à une limite. En Angleterre notamment, où naît ensuite la révolution industrielle réellement, la forêt était sur le point de disparaître. Il y aurait quasiment plus y avoir de forêt en Angleterre, et ce qui en fait a sauvé la forêt, c'est le charbon. Ouais. Et puisqu'on on allait évidemment extrêmement loin, quand on pense qu'on allait quasiment dans l'Atlantique Nord, pas très loin des pôles, pour tuer des baleines et récupérer un peu d'huile de baleine pour faire brûler dans des lampes, eh bien les baleines auraient pu disparaître et ont été sauvées par le pétrole par la suite. Parce qu'à un Ouais. moment donné, c'était beaucoup moins coûteux de brûler du pétrole que de brûler de l'huile de baleine. Mais donc, tout ce monde basé sur des ressources issues avant tout de la photosynthèse, on a pu s'en abstraire pendant un siècle et demi, et puis de plus en plus, comme tu le rappelles, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est effectivement complètement unique
à l'échelle des civilisations. Et puis, je crois ce qui est très important et ce que quelqu'un comme Jean Covici justement montre bien, c'est que ça ne touche pas uniquement des questions économiques, mais ça touche aussi, des questions, d'ordre social. Jean Covici, et j'ai écrit la même chose dans Éléments également, pense que la fin de l'esclavage, notamment au 19e, est très largement liée aux énergies fossiles. Parce qu'à un moment donné, brûler du pétrole, c'est beaucoup plus facile Oui. que d'aller capturer des esclaves, de les entretenir, etc. Jean Covici pense également que le fait qu'on ait la démocratie n'est pas parce que soudainement on est devenu beaucoup plus humaniste, mais parce qu'en fait, eh bien, on a tout un tas de conforts nés du pétrole qu'on n'aurait pas eu autrement. Ouais. Peut-être la plus grande rupture anthropologique des dernières décennies, c'est la rupture quasi complète qu'on a avec le monde de la Terre, où probablement tes grands-parents comme les miens, à 70 ou 80 étaient paysans et cultivaient la terre. Et dans notre génération, moins de 3 à 4 des personnes Ouais. cultivent la terre. Et donc ça, c'est complètement unique dans l'histoire. Et c'est encore une fois permis par le pétrole. Donc avec moi, c'est une révolution d'une ampleur qu'on a vraiment du mal à saisir et que peu de personnes sont vraiment aptes à saisir. Non, non, je suis complètement d'accord et d'ailleurs, c'est le peu de personnes qui est capable de le saisir, il y a encore plus de gens qui sont incapables de concevoir ce que serait un monde sans pétrole. Là, honnêtement, on serait dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'apocalyptique. On y reviendra, dans quelques instants, mais c'est vrai que ça, c'est un point qui est fondamental. Juste pour finir sur ce point-là de la modernité, amenée par le pétrole et le progrès technique, qui est, évidemment, qui n'aurait pas été possible sans l'énergie abondante et à bas coût que représentait le pétrole, ou même le gaz d'ailleurs d'une certaine manière, mais surtout le pétrole, puisque le pétrole, il a des propriétés, quand il est raffiné, qui font que tout autour de nous est dû au pétrole ou presque. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que le progrès technique et le confort ont amené énormément de choses au monde, ont modifié le monde de manière assez drastique, sans quand même. Alors, il y a eu de l'idéologie parce que, bah, notamment, la gauche a forgé une idéologie d'ailleurs après-guerre, qui a eu le vent dans le dos, notamment aussi parce qu'elle allait dans le bon sens du progrès technique. Euh, parce que le confort lui allait bien. Typiquement, je prends l'exemple que je prends toujours, mais du féminisme, c'est évidemment que quand les femmes et les hommes font les mêmes boulots ou à peu de choses près les mêmes boulots, tendanciellement par rapport, 10 ou 100 fois plus que dans les temps où il y avait une séparation normale et logique des tâches, évidemment que du coup, la pensée égalitaire de gauche se réalise beaucoup plus facilement dans notre monde et donc prend une ampleur qu'elle n'aurait pas eu sans ça. Mais je veux dire, il y a de l'idéologie quand même à la base. Mais est-ce que on n'assiste pas quand même, dans ces dernières décennies, à la fin des idéologies? Je crois que alors c'est une question évidemment difficile. Je crois ce qu'on a qui est vrai, c'est qu'on a de moins en moins de personnes qui ont une pensée structurée et assez complète sur l'époque. Ouais, Disons que penser, c'est pas juste, et Alain de Benoît le rappelle souvent, c'est pas juste avoir des petits éclairs, des petites pensées éparses. Penser ou même l'intelligence au sens, étymologique, c'est la capacité à lier des choses entre elles. Et donc tout à fait. effectivement, la pensée, c'est la capacité à penser beaucoup de choses de manière cohérente, au sein d'une même structure de pensée. Et je crois que ça est devenu de plus en plus rare. Il y a de plus en plus de personnes qui peuvent affirmer des opinions, d'ailleurs extrêmement solides séparément, mais qui n'ont aucune capacité à les articuler de Ouais, manière cohérente dans un même système. Et donc de ce point de ouais, vue-là, on a effectivement une défaite de la pensée ou en tout cas une défaite de l'idéologie dans ce qu'elle peut avoir de plus positif, c'est-à-dire forger vraiment des visions du monde. Et ce qui d'ailleurs complique aussi beaucoup le travail intellectuel, parce qu'on doit s'opposer à une idéologie. C'est plus compliqué, mais c'est aussi plus facile, parce que il y a une pensée structurée. Parler à oui, quelqu'un qui, sur chaque sujet, pense des choses qui, entre elles, sont incohérentes, c'est en fait très compliqué, parce qu'on oui. on peut passer son temps à démontrer des incohérences, mais ça n'aura pas de prix sur cette personne-là. Et donc, je crois que c'est, ouais, il y a sûrement effectivement un peu une baisse de cette capacité à penser aujourd'hui, et qui est assez dommageable, hein.
Complètement. Et la question qui me vient, alors je le dis, hein, l'idéologie, c'est quand même pas complètement la fin de tout ça, puisqu'on le voit, ne serait-ce que parce que le gauchisme, qui est une idéologie, alors qui à la base était très Mmh mh. structurée, aujourd'hui, c'est vrai, elle l'est beaucoup moins, c'est certain, puisqu'il ne sait plus que globalement, hein, on enlève l'habillage qui englobait le ressentiment qui est à la base de tout ça, et là on arrive quasiment au ressentiment pur, mais il y a quand même des restes d'idéologie structurée. À droite, nous, l'idéologie de droite, si tant est qu'elle existe, je pense qu'elle est multiple, protéiforme, malgré tout, elle a eu beaucoup de mal à s'exprimer face à cette modernité. Et la question qui vient, c'est la modernité était-elle inéluctable? C'est-à-dire que euh, le pétrole, son raffinage, le progrès technique qui en découlait, etc., est-ce que, de manière mécanique, ça n'aurait pas amené, quelles que soient les idéologies au pouvoir, vu l'ampleur, hein, de la Mmh. révolution, à la société qu'on connaît, alors avec des variations peut-être bien entendu, mais est-ce que c'était pas inéluctable cette modernité? Alors, je crois qu'il y a c'est effectivement une question très profonde. Ce qui me semble vrai de manière certaine, c'est que certains facteurs matériels, certaines évolutions matérielles sont plus propices que d'autres à certaines visions du monde. Si nous, on a une vision du monde, où on va dire qui est différentialiste, où on défend un monde de peuples enracinés, de communautés différenciées, qui ont chacune leur tradition propre, leur culture propre, leur sensibilité propre au monde, et cetera, eh bien, il est bien évident que le déploiement massif de techniques à l'échelle planétaire est un facteur d'uniformisation qui, eh bien, ne peut que aller contre, évidemment, cette vision du monde enracinée. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il y avait effectivement quelque chose de très puissant. Peut-être Oui, donner parce que, un par exemple, ouais. je me permets juste, mais par exemple, quand on invente la voiture, la route, le goudron, enfin bref, toutes ces choses-là, qu'on invente les avions, etc., les frontières, forcément, se rétrécissent et donc disparaissent quasiment. Et donc, une vision Mmh. enracinée, identitaire, nationaliste, que vous mettez les mots que vous voulez, même régionaliste d'ailleurs, hein, parce que ça s'est joué aussi à l'échelle des régions, euh, ça, enfin, ça affronte un ennemi qui est extrêmement puissant, qui est finalement le confort et l'envie des gens de prendre leur bagnole et d'aller à Paris, d'aller dans une grande ville, etc. Donc, c'est vrai que la technique, alors pas dans toute l'histoire de l'humanité, hein, mais spécifiquement à notre époque moderne, franchement, c'est très dur de lutter contre, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est très, très dur. On peut renvoyer au très beau livre, très gros livre, mais très, très beau de l'historien Eugen Weber, «La fin des terroirs», où il montre bien ce qu'est l'arrivée du chemin de fer dans une campagne au XIXe siècle, où en quelques années, eh bien, des métiers disparaissent, des familles se disloquent, des parlers régionales s'uniformisent, les danses régionales disparaissent, et cetera. Et donc, le plus grand choc entre les années 1820-30 et la fin du siècle, la grande différence, c'est entre les campagnes qui ont déjà eu le chemin de fer et celles qui ne l'ont pas encore eu. Ouais. Et celles qui l'ont eu se sont déjà disloquées. Donc c'est vraiment une force de dissolution extrêmement forte, contre laquelle il est très très compliqué de résister et contre laquelle effectivement la pure résistance idéologique, intellectuelle, esthétique presque, n'est malheureusement pas suffisante. Ouais. C'est Schmitt qui avait écrit un de ses livres de jeunesse sur le romantisme politique, et qui justement lui stigmatisait cette vision romantique très en vogue, notamment en Allemagne, en disant c'est une vision finalement impolitique. Et il y a effectivement quelque chose de très romantique qui a existé aussi contre ce progrès notamment au 19e, mais qui malheureusement souvent reste assez impolitique parce que euh, c'est lutter uniquement avec des ressources esthétiques contre quelque chose qui est beaucoup trop fort. Ouais. Non, mais c'est une question qui est franchement qui est très violente pour nous parce que Très très violente. quelle est la solution, quoi? Enfin, comment s'opposer à ça? Alors, justement, on va avancer un peu sur le point suivant qui, pour moi, est fondamental. C'est justement le rapport, qu'on a, nous, à droite, par rapport à la modernité qui est très souvent, voire même quasi exclusivement, hein, en réalité, enfin, sauf chez certains qui sont très progressistes de droite, mais c'est quand même rare. C'est plutôt, une méfiance, accrue, une méfiance marquée à l'égard de la modernité, parce que évidemment, il y a des aspects très négatifs
à cette modernité, c'est-à-dire, je le rappelle Mmh. dans cette discussion, le monde d'après-guerre transformé techniquement et le monde sans frontières, pour faire très très caricatural. Mais parce que il y a évidemment des aspects très négatifs, la décadence qu'on observe autour de nous, qui est objective. Je répète juste parce que souvent on dit oui, la décadence, ça varie un peu selon les époques. Selon les époques, tout le monde était en décadence. Juste pour prendre une chose qui est évidente, parce qu'on pourrait regarder TikTok, on pourrait regarder les goûts musicaux de la jeunesse, etc. Mais prenons juste quelque chose de purement objectif, le niveau scolaire dans les mathématiques, qui est la matière qu'on peut observer de manière totalement objective, hein. Vous donnez les mêmes calculs à 30 ans d'intervalle et vous voyez bien si ça s'améliore ou pas. Bon, le résultat sur les études de l'éducation nationale, les résultats sont clairs et nets. Le niveau baisse et baisse pas qu'un petit peu. On assiste vraiment à ce qu'on a une décadence scolaire, mais c'est qu'un marqueur parmi d'autres. Mais celui-là, on ne peut pas le contester. Euh, du coup, il y a des aspects négatifs qu'on met tous, nous, à droite, totalement en avant de manière répétée. Est-ce que, malgré tout, euh, on ne peut pas interroger cette posture de droite anti-moderne, que moi j'interroge beaucoup, pour être honnête, et est-ce qu'il n'y a pas des aspects positifs quand même à cette modernité? Alors je pense qu'effectivement toute la difficulté, c'est qu'effectivement ça nous met, très mal à l'aise et moi le premier de très loin. Mais faut pas la juger, comme étant bonne ou mauvaise. C'est-à-dire que c'est pas, je pense que l'erreur, ce serait de porter un jugement qui serait purement, moral, en termes de bien ou mal, sur quelque chose qui est là et qui, qu'on le veuille ou non, est la condition dans laquelle on doit agir et donc effectivement, si on veut être politique, et réfléchir à ce qui est le plus favorable à notre vision du monde, eh bien, faut effectivement reconnaître que cette modernité n'est pas un terrain de jeu qui est très favorable. C'est un terrain de jeu qui est beaucoup plus compliqué que beaucoup des terrains de jeu qu'ont pu avoir nos visions du monde par le passé, mais qu'en même temps, on ne choisit pas. C'est pas un terrain de jeu qu'on peut on peut pas choisir, autre chose. On ne revient pas en arrière. Il y aura probablement autre chose à l'avenir, mais en tout cas, ce ne sera pas, un retour pur et simple à ce qu'on a connu et donc il faut plutôt effectivement essayer de se dire et je sais que tu le fais beaucoup, et c'est évidemment très bien, dans le monde actuel, avec, tout ce qu'on n'aime pas précisément, comment est-ce qu'on peut, utiliser certaines choses comme étant des outils? Comment est-ce qu'on peut, le mieux essayer de garder effectivement, des enracinements culturels, naturels, civilisationnels? Comment est-ce qu'on peut le mieux essayer de préserver certains éléments de notre vision du monde, dans un contexte qui est effectivement extrêmement, extrêmement défavorable? Alors je crois qu'on commence à être en ce moment un peu à un point de bascule, qu'effectivement l'hyperabondance énergétique, dans laquelle on a baigné, on est plutôt vers la fin, et Oui. donc on devrait avoir, dans les 2 décennies qui viennent, probablement des basculements très importants de ce point de vue-là, qui, à mon avis, ouvrent des possibilités ou offriront un terrain de jeu potentiellement beaucoup plus favorable à nos visions du monde. Parce que je crois qu'il y aura un vrai besoin de vision beaucoup plus territorialisée, beaucoup plus enracinée, de nouveaux modèles de vie, de nouveaux modèles économiques, beaucoup plus en adéquation avec nos territoires, que ce qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui, hein. Mais est-ce que Guillaume, il n'y a pas quand même dans la modernité, et c'est là aussi où il faut qu'on s'interroge à droite parce qu'on rejette en bloc généralement, mais Mmh mh. est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses positives? Je veux dire, euh, même du très terre à terre, mais même aussi du plus large. Voilà, on a une facilité de circulation qui va avec des désavantages peut-être identitaires, hein, mais on a quand même ça. On a un confort qui est absolument phénoménal par rapport à nos ancêtres. Est-ce que, je veux dire, de manière très simple, est-ce que tu ne vois pas des grands avantages quand même à ce progrès technique et ce confort qu'on a? Si, si, bien sûr, enfin, en tout cas, après, c'est à chacun de les estimer un peu à l'aune de ce qu'il juge important, mais ne serait-ce qu'en termes en termes d'espérance de vie, en termes de lutte contre la mortalité infantile, en termes de, effectivement, un certain confort, que n'ont pas enfin, ici, quand on lit les témoignages, même à Versailles, Ouais. au 18e, eh bien, ils passaient leur temps à grelotter toute la journée, pendant 6 mois l'hiver, c'était quand même, pas souhaitable, quoi. Ouais. Et même pour les facultés créatrices, quand on passe, 12 heures par jour à grelotter, c'est pas la chose
pas la vie la plus épanouie qu'on puisse avoir, hein. Donc il y a effectivement des choses quand même très, je crois qu'effectivement faut se garder d'idéaliser complètement le passé, ce qui malheureusement, et puis bon, ceux qui mouraient pour une diarrhée quoi, ou pour une Ouais, ouais, non, appendicite. Enfin mais voilà, c'est donc ça. il y a évidemment quand même beaucoup de choses qu'on a vite tendance à oublier et que Ah, et l'histoire même, un peu sociale nous rappelle assez facilement. Ouais. même au-delà de ça, même c'est tout bête, mais moi je pense par exemple alors Antoine Dégonone là me disait la dernière fois que je l'avais reçu sur cette question qu'effectivement, de manière extrêmement facile, grâce à Internet, on avait accès aux auteurs anciens dans le texte sans aucun problème, alors qu'avant, il fallait faire des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller trouver un parchemin ou un texte dans une bibliothèque un peu au fond de l'Europe. Il y a des loisirs aussi, c'est tout bête. Alors, je ne parle pas des Marseillais à Miami, mais juste des beaux films, des belles musiques qui sont créées aujourd'hui. Bref, il y a quand même des aspects positifs, je trouve, en tout cas, moi, cette modernité. Et en tout cas, on doit se poser les questions parce que quand on est juste anti-moderne et purement réactionnaire, je ne dis pas ça dans un sens Ouais, insultant, ouais, ouais. mais objectivement réactionnaire, Ouais, ce ouais. qui est quand même une grosse logique de la droite de manière générale, c'est quand même compliqué parce que surtout, si on considère que il y a un gros problème là-dedans, en fait. J'en ai déjà parlé avec Antoine, mais j'en reparle avec toi. Mais si on considère que, effectivement, il y a des aspects négatifs de la modernité, bien sûr, hein. On va appeler ça la décadence, pour faire très simple. La décadence, si on se dit et qu'on est réactionnaire et qu'on veut lutter contre la décadence, ça veut dire que notre seul objectif, finalement, quand on a vu que le progrès technique avait tellement modifié les choses, que c'était lui qui était quand même principalement Mmh. pourvoyeur de cette décadence, eh bien, on adopte une position philosophique, idéologique, qui est politique, politicienne même, qui est celle pour en finir avec la décadence, et bien d'en finir avec la modernité, avec ce progrès technique, etc. Donc, ultimement, je veux que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce que ça veut dire, c'est que euh, la conséquence logique de tout ça, c'est donc la décroissance. Il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut juste être capable, parce que comme j'ai dit d'ailleurs avec Antoine, il y a facilement 10 à 20% de notre consommation qui pourrait être effacée d'un claquement de doigts sans que ça fasse trop de mal à personne. Voilà. Euh, mais, euh, mais la décroissance, ça veut dire concrètement la fin. Faut s'attaquer au système technologique et technique. Et donc, il faut peut-être pas revenir, mais en tout cas avancer vers un âge qui sera un âge extrêmement trouble où on perdra tous énormément de confort. Tu parlais à l'instant de la pression un peu énergétique qu'on était en train de subir avec nos aventures un peu à droite à gauche, qui va toucher notre industrie. On va arriver dans des sociétés qui sont plus contraintes énergétiquement, mais ça va être un drame absolu. Je veux dire, on ne se rend pas compte du Mmh. confort qu'on va perdre et de ce que ça va impliquer concrètement. Et politiquement, quand on défend comme horizon la décroissance, je dis intellectuellement, je comprends le concept, mais politiquement, ça, c'est pas vendeur du tout. Et même humainement, on n'en veut pas. C'est pour ça que moi, à titre Mmh. personnel, je considère que la modernité, au sens dans lequel on l'emploie là, était inéluctable, malheureusement, ou logiquement, comme on veut, ou Mmh. pour le meilleur d'ailleurs, sur plein de points, et que on n'a pas trop d'autres choix intellectuels et philosophiques que de vouloir la changer malgré elle, de vouloir la changer en elle. Évidemment, en luttant contre la décadence, les à côté qui vont mal et compagnie. Mais parce que si on ne choisit pas d'embrasser, malheureusement ou heureusement, cette modernité, ben on se condamne à l'apocalypse quasiment. Je vous jure, j'exagère Mmh. pas. Là. Si vous avez un monde où le pétrole disparaît d'un claquement de doigts, ou en tout cas devient beaucoup plus compliqué à attraper, c'est une catastrophe absolue. Donc, bref, je suis un peu long, mais tu vois un petit peu mon Mmh. propos. Est-ce que finalement, on n'est pas obligé, que ce soit politiquement déjà, ça c'est à mon avis, c'est acté, mais même nous, philosophiquement, d'embrasser cette modernité au moins un petit peu. Bah, je pense qu'effectivement, l'alternative que tu pointes, elle est très juste. C'est-à-dire, je crois effectivement, enfin, évidemment, la fin du pétrole, ça voudrait dire, par exemple, très concrètement, que à très courte échéance, la population mondiale et la population partout baissent dans des proportions drastiques. Ouais. Ça voudrait dire que, du jour au lendemain, 50 ou 70 de nous tous
devront retourner à la campagne, creuser des Exactement. sillons avec des chevaux de trait et probablement des bœufs parce qu'il n'y aura pas assez de chevaux pour creuser des sillons et planter un peu de maïs, etc., ou de blé. Donc ce ne sera pas exactement un retour à ce qu'il y avait avant parce que les techniques seront plus productives, on a Oui. plus de semences, donc voilà, donc ce sera un peu plus productif que ce qu'on a connu, mais ce sera quand même probablement, j'ai pas de chiffre en tête, mais des dizaines de fois moins productif que l'agriculture conventionnelle actuelle, quoi. Ouais. Donc et puis quantité d'autres choses qui iront à la suite. Donc évidemment tous tous ceux qui retourneront dans les campagnes ne pourront plus travailler dans l'industrie ou les services, donc d'autres pans entiers s'effondreront Ouais. à leur tour. Enfin, ce sera vraiment un changement très important. La question, c'est effectivement qui se pose, c'est est-ce que sachant que ces contraintes énergétiques vont être de plus en plus fortes, est-ce qu'il y a des solutions, on va dire, concertées, politiquement faisables, qui pourront se mettre en place pour préparer le tournant? Ou est-ce qu'on en sera incapable et que ce mur énergétique, on se le prendra en pleine face, contraint et forcé, et donc en gros, il y a un peu une solution un peu apocalypse où on n'a pas anticipé, et Ouais. une solution où on fait preuve de visibilité politique plus grande pour essayer de mieux gérer l'énergie, être plus stratège ex ante collectivement, etc. Et je crois que c'est le grand enjeu des décennies qui viennent. Mais nous, Euh, justement, à droite, où est-ce qu'on se place là-dedans? Parce que dans cette droite qu'on représente, et moi, très honnêtement, jusqu'à il y a encore quelques années, j'étais plutôt, enfin, très anti-moderne, quoi. Voilà. Et ouais, ouais, dans le sens qu'on entend là, et même d'ailleurs dans le sens général, d'ailleurs. Mais, mais je veux dire, à un moment, j'ai réfléchi un peu au truc et je me suis dit, oui, mais non, ça marche pas et il vaudrait mieux. Alors, c'est peut-être un rêve, une utopie, ça c'est certain. Mais quand je vois les conséquences autrement, je ne me vois pas une autre solution que de chevaucher le tigre, quoi, que de chevaucher la modernité, évidemment de combattre ses excès, de s'en débarrasser. Mais voilà, est-ce que tu penses que la droite peut accepter, alors je te dis pas toi personnellement, ouais, ou ouais. voilà, mais est-ce que c'est une idée, est-ce que la droite pourrait cesser, on va dire, d'être à idéaliser le passé, enfin pas le passé, Ouais, mais ouais, ouais. une autre solution que la modernité? Je pense qu'il y a un travers de droite qui est assez commun, qui est en fait un refus assez grand du réel. On dit souvent que la gauche, c'est l'abstraction, et que la droite, c'est la concrétude. Que d'un côté, il y a le mythe de l'homme universel avec un grand H, et cetera, à gauche, puis que la droite ne voit que les hommes particuliers dans des peuples particuliers. Il y a évidemment de ça à droite, mais je crois qu'il y a aussi, et ça on en parle beaucoup moins et ça me paraît aussi important, un une abstraction de droite, un idéalisme de droite, qui est beaucoup presque plus pérenne parce qu'on le voit pas, en fait, et qui est en fait un refus de voir le réel, qui est de penser qu'on pourrait être aujourd'hui comme on était il y a 2 siècles, et sans voir qu'en fait tout ça relève d'un pur rêve éveillé, mais qui en fait, voilà, n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent effectivement dans un monde qui n'existe pas. Ouais. Et qui donne effectivement un grand confort intellectuel de se dire que bien, on peut être conservateur ou être voilà, mais en vivant dans un monde qui en fait est fondé sur un refus de voir le monde actuel tel qu'il est. Ouais. Et je crois Ouais. qu'effectivement, le grand défi, c'est d'arriver à voir le monde réel tel qu'il est, avec effectivement tout ce qu'il y a de positif et tout ce qu'il y a de négatif. Je crois d'ailleurs qu'il y a aussi quelque chose de presque psychologique, c'est qu'en fait, bien souvent, derrière ça, il y a un malaise avec le monde actuel, qui d'ailleurs empêche de voir ce qu'il y a de beau. Il y a quand même de très belles créations musicales, cinématographiques, Ouais. artistiques, etc., qu'il faut savoir apprécier, et beaucoup de gens n'en sont pas capables, par facilité. Effectivement, c'est très confortable d'être dans un monde complètement presque idéal, où voilà, où tout s'est arrêté il y a un siècle, il y a 2 siècles, j'en sais rien. Non, tout ne s'est pas arrêté, hein. Donc il y a ces travers qui sont très forts, donc il faut arriver à la fois à rester très ferme sur une vision du monde, mais en même temps, à l'actualiser en permanence et effectivement à voir le monde tel qu'il est, avec tout ce qui s'y fait de bien, toutes les possibilités qu'il y a,
Et puis en même temps, effectivement, toutes les idées, délirantes qui grandissent, eh bien celles-là, s'y opposer, hein. Complètement. Alors bon, moi, pour finir sur cette partie, voilà, je sais que c'est une vision qui est pas forcément facile à porter parce que accepter la modernité et essayer de guérir ses excès tout en restant dans cette matrice-là, ça peut paraître être un peu la quadrature du cercle, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et surtout, il y a quand même quelques petits indices d'une prise de conscience des excès et d'une nécessité du retour des limites quand même à droite à gauche, que ce soit d'ailleurs chez les bobos de gauche, hein, par exemple, que ce soit à droite aussi, que ce soit même de manière générale dans le monde de la technique et de l'industrie. Euh, Même si c'est pas parfait, et évidemment il y a encore énormément de boulot et ça sera peut-être pas suffisant, mais il y a quand même des prises de conscience. Je cite un exemple que je prends toujours en exemple, c'est que on a un projet européen, enfin qui est aussi avec des fonds américains d'ailleurs, mais porté par beaucoup de Hollandais, qui est de ce qui s'appelle The Ocean Cleanup, le nettoyage des océans, avec une mise en place de grands comment dire ça, bateaux avec des énormes bouées qui ramènent des tonnes et des tonnes de déchets plastiques dans le Pacifique Nord, qui est l'un des plus gros continents de plastique au monde. Et les types, ils prévoient d'ici 20 ans d'avoir nettoyé ce continent de plastique, avec des essais qui marchent, avec une multiplication des moyens. Et donc, c'est la technique et la modernité au service comment dire ça, de la limite, en fait. Donc, c'est intéressant. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça montre que, comme je le dis souvent, les Européens sont en train de sortir de l'adolescence, enfin, en tout cas, peuvent potentiellement sortir de cette adolescence qu'a représenté l'âge de l'abondance, enfin voilà, qui était celui des années 50 à 90, qui était un âge de l'abondance totale, où il y avait zéro limite. Là, aujourd'hui, que ce soit sur l'écologie, pas forcément du bon côté, parce que le climat, je ne suis pas certain que ce soit le bon côté pour le prendre, mais bref, il y a une prise de conscience des Européens. Et si on pouvait avoir la modernité, le confort, avec en même temps les excès qui sont gommés, avec un idéal de société qui est le nôtre, ça serait parfait. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'on y arriverait, mais ce n'est pas totalement impossible, je pense, quoi. Alors, toujours sur cette question un peu des postures, je voulais qu'on parle d'un sujet. Alors là, c'est un truc qui m'est venu en réfléchissant à toutes ces questions-là, et je savais que j'allais t'interroger, et je trouvais ça intéressant de parler avec toi. Je veux parler de l'enracinement. À droite, on a un culte de l'enracinement. On cite souvent Simone Veil, avec un W, qui a son bouquin là, qui porte là-dessus, le besoin naturel chez l'homme de l'enracinement. Euh, Avant toute chose, juste pour toi, moi je pense que c'est une posture de droite en réalité, qui n'est pas forcément mauvaise, hein, loin de là, mais voilà, qu'on brandit trop souvent sans en faire quelque chose de concret. Juste pour toi, qu'est-ce que l'enracinement? Bah, je pense que l'enracinement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir comme étant quelque chose de polyphonique, ou en tout cas de pluridimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a des enracinements au sens presque biologique, une famille, une lignée, et cetera. Et il y a beaucoup d'enracinements qui sont de nature beaucoup plus culturelle, civilisationnelle. Et donc l'enracinement au sens presque au singulier est finalement pas un terme que j'emploierais beaucoup. Je pense qu'il faut plutôt parler de désenracinement, et Ok. que ces enracinements sont forcément de forces très différentes. Évidemment, c'est une banalité de dire que l'époque moderne est caractérisée par un affaiblissement considérable des enracinements sur des périodes de temps extrêmement courtes, ce qui ne veut pas dire qu'ils aient non plus complètement disparu, que leur besoin est complètement disparu. Tu citais Simone Veil. Il y a aussi une très belle phrase de Christopher Lasch, que je préfère à Simone Veil, qui est le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Et je crois que même les plus déracinés ressentent aussi ce besoin de racines, ressentent aussi le Oui, besoin de repères culturels. Et donc ça, c'est quelque chose de, je crois que c'est presque le grand drame de la modernité. Il y aurait presque une psychologie de la modernité à écrire un jour. Je crois que ça n'a jamais trop été fait, mais qui serait vraiment intéressante sur toutes ces dérives psychologiques aujourd'hui nées des multiples formes de déracinement qu'on a connues, et qui effectivement sont globalement un drame. ouais, complètement. Mais alors, l'enracinement, j'en suis certain, c'est effectivement un besoin qu'on a toujours au fond de nous, hein, c'est clair. Maintenant, à quel degré, de quelle nature? Puisque, bon, globalement, là, on l'a vu tout à l'heure, à la fin de l'enracinement, avec le progrès technique,
Bah, finalement, les routes, le goudron, les rails, les trains, les avions, etc., les réseaux aussi. Bon, finalement, pour plein de raisons, notamment le fait qu'avec le tracteur dans les champs, on n'a plus besoin des gamins à la ferme. Donc, du coup, on les envoie faire des études. Ils peuvent aller très loin grâce au train, grâce à la voiture. Donc, ils vont dans des villes. Ils perdent le lien charnel avec leur territoire d'origine. Et donc, ils peuvent aller s'enraciner ailleurs ou se déraciner, j'en sais rien, plus facilement. Bref, là encore, on tombe sur le progrès technique. Euh, Maintenant, la droite promeut énormément cet enracinement, a raison, parce que l'enracinement, c'est une belle chose. Mais là encore, est-ce qu'on n'est pas dans le domaine de l'idéalisme, du romantisme? Parce que quand on fait le compte autour de nous, y compris pour ce qui me concerne, par exemple, bah, l'enracinement concret, c'est-à-dire être, moi j'ai ma définition un peu bébête, mais être enraciné sur la terre de ses ancêtres, par exemple, bah, il y en a extrêmement peu qui le sont. Est-ce que Mmh du mh. coup, tu ne trouves pas que c'est un peu une posture? Alors, je pense que ce qui est vraiment important, c'est effectivement, bien souvent, dans nos milieux, on pense l'enracinement comme quelque chose qui relevant d'une démarche individuelle. C'est de se dire: «Est-ce que toi, tu es, enraciné, réenraciné?» et cetera. Bon, et je crois que cette démarche-là est la enfin, ça peut être un bon point de départ, hein, mais que fondamentalement, c'est qu'une toute petite partie du problème. Comme tu le rappelais justement, au début, ce qui, fait l'enracinement, c'est l'existence d'une totalité, collective, d'une micro-société, qui fait sens au niveau local. C'est l'existence d'une famille où il y a des relations d'interdépendance Ouais. entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, entre les grands-parents et les parents, entre les familles entre elles, et cetera. Et donc, l'enracinement, en fait, c'est presque un signe de enfin, ça devrait être synonyme d'appartenance collective, heu, qui font sens finalement. OK. Et c'est ça, je crois, le vrai déracinement, c'est quand on cesse d'être dans un monde où chacun a sa fonction et son rôle au sein du monde social. Et ça, c'est ça vraiment, vraiment ça le vrai traumatisme, je crois. OK. Hem, il y a un livre absolument magnifique, qui s'appelle, de Thomson, grand historien, anglais, «La formation de la classe ouvrière anglaise». Il montre bien l'immense traumatisme qu'a été justement ce déracinement, de la révolution industrielle, où en fait, il dit bien, bon, les idées de la Révolution française, très bien, mais au fond des campagnes, ça n'a pas changé grand-chose. Les gens continuaient à cultiver leurs champs, à avoir leurs fêtes villageoises, leurs fêtes communautaires, leurs fêtes des saisons, et cetera. Et par contre, le vrai grand déracinement, bah, c'est le jour où l'homme, est, déraciné dans une banlieue, textile ou minière à Manchester ou je ne sais où, et se retrouve coupé des solidarités, traditionnelles, se retrouve coupé des fêtes de village, et cetera. Et donc l'enracinement, il a vraiment de sens que, on va dire, dans ce monde des fêtes de village, dans ce monde des solidarités traditionnelles. Et donc effectivement, aujourd'hui, dans un monde où tout ça a à peu près disparu, le fait de dire: «Je vais vivre dans le même village que mes ancêtres», si maintenant je suis tout seul, qu'il y a plus tout ce truc-là, tout ce monde-là, c'est finalement Ah une forme bah, extrêmement pauvre d'enracinement. C'est un enracinement purement au sens peut-être, au sens du point géographique, mais c'est tout. ouais. Or le vrai enracinement, il est vraiment cette insertion dans ce monde communautaire. Et finalement, s'il y a une vraie démarche de réenracinement aujourd'hui, c'est plus, à mon avis, dans des démarches de justement de recréation de communautés vivantes qui ont des formes de solidarité, qui ont des formes de célébration commune, et où peut-être justement la microgéographie est moins importante aujourd'hui qu'elle a pu l'être par le passé, hein. Ah mais écoute, c'est super intéressant. Alors tu dis, il y a plein de choses super intéressantes là-dedans. Premièrement, je vois que tu effleures le sujet que je voulais aborder, le fantasme du retour à la campagne. Toi, tu l'abordes d'un point de vue extrêmement clair heu et pour pointer du doigt le fait que retourner à la campagne, comme souvent c'est vanté à droite, hein, clairement, Mmh sans le mh. système qui est autour, ça ne sert à rien. Mmh mh. Moi, je le dis souvent, j'ai déjà vécu 1 an, dans un bled paumé breton. Effectivement, il y a rien autour, pas de vie culturelle, pas de gens Mmh avec mh. qui échanger, pas de gens de mon âge quasiment. Si tu n'as pas de petite amie, bah, pour en trouver une, c'est absolument impossible parce qu'à 50 kilomètres à la ronde, il y a rien. Bref, je veux dire, il moi je voulais parler prosaïquement de ce truc-là, mais tu viens d'en Ouais, donner ouais. une définition, conceptuelle parfaite. C'est-à-dire que,
beaucoup de gens qui fantasment le retour à la campagne ne comprennent pas que cet enracinement-là, c'est un enracinement Disneyland, quoi. On fantasme cette idée-là, alors que concrètement, ce n'est pas du tout ça. C'est que du toc, l'image qu'on a. Et quand on est dans le réel, comme moi j'ai pu le faire, bah finalement, on se rend compte que bah, même si pour le coup, j'étais sur la terre de mes ancêtres, un village familial et Mmh. compagnie, hein, je connaissais du monde, enfin des vieux dans la rue qui me reconnaissaient. Bon, bref, c'était sympa, mais bah, il me manquait énormément de choses. Il me manquait en fait toute cette partie réelle, qui est effectivement comment dire ça, ce faisceau d'interdépendance et d'interconnexion que tu as très bien défini. Mmh. Mmh. Mais du coup, la réalité, c'est que euh, quand on est, quand on veut un retour à cet enracinement que tu décris, soit on a 2 alternatives. Premièrement, essayer de le trouver ailleurs, c'est-à-dire, par exemple, se réinventer, je ne sais pas, dans une ville moyenne ou que sais-je. Mais là, on n'est plus au contact de la terre non plus. C'est un enracinement qui est peut-être un peu bâtard, mais qui peut exister, voilà. Ou alors, on se décide on décide que, pour qu'il y ait un enracinement total et parfait, et bah, dans ce cas-là, il faut revenir au niveau, par exemple, d'une commune, d'un village, et là, il faut abandonner la ville, il faut abandonner la société moderne, et donc on revient à quelque chose qui est la décroissance violente. Plus ou moins, je grossis le trait, tu vas me dire ce que tu en penses, mais voilà, Mmh. c'est ma vision des choses. Et donc dès lors qu'on a cette vision-là, bah, ça veut dire que l'enracinement total et parfait qu'on fantasme beaucoup à droite, eh ben, ça veut dire qu'il est peut-être pas souhaitable, parce qu'on se retrouve dans une position où on rejette la modernité en bloc et on va vers une société qui est dure à défendre et même à vivre soi-même. Je pense que si on retournait, enfin, si on vous donnait le choix entre la société complètement décroissante et la société moderne, je pense qu'il y a très peu de gens qui choisiraient la société décroissante. Ça existe, hein, mais voilà. Donc, Mmh. ton avis un petit peu sur ce que je viens de dire, Guillaume? Ouais, plusieurs choses qui me semblent, très intéressantes. Le premier point, petit insiste, qui est pas le point le plus fondamental, il y a, je pense, dans beaucoup de nos milieux, une incapacité ou en tout cas une grande difficulté à penser, ce fait très important que, heu heu l'ordre social s'est complètement reconfiguré avec notamment le pétrole et cetera et notamment, bah, les équilibres ville-campagne, les équilibres ruralité, monde citadin et qu'en fait, c'est très difficile, c'est pour un individu de se situer dans ce contexte-là, sur des repères qui sont issus d'un autre, schéma conceptuel. C'est-à-dire que, la campagne aujourd'hui a complètement changé de nature par rapport à ce qu'a pu être la campagne dans un monde où il n'y avait pas, ce pétrole et cetera et donc la cette démarche-là ne peut reposer en grande partie que sur une vision très idéalisée de la campagne, qui ne correspond plus du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Le deuxième point, et ce qui je crois est le plus important, enfin en tout cas moi de mon point de vue, on en parlera peut-être en dernière partie d'émission, la chose la plus, dangereuse, d'un point de vue philosophique, c'est l'individualisme. C'est l'idée qu'il y a, le monde ne serait composé que d'individus, qu'il y aurait pas de communauté, qu'il y aurait pas de peuple et cetera et dans cette perspective-là, toute vision par exemple de l'action politique ou de l'action quotidienne qui se réduirait à uniquement des démarches individuelles, me paraît relever encore une fois en grande part de l'individualisme. Et ce que OK. tu disais effectivement, la démarche de celui qui tout seul va se réenraciner contre le monde entier, ça reste une démarche finalement très individualiste, et qui a peu de portée politique. C'est Bousquet qui dit souvent, François Bousquet qui dit souvent, que la décroissance peut parfaitement exister, comme, presque comme sagesse individuelle. Effectivement, celui qui, individuellement, se dit: «Je vais vivre plus sobrement, réduire ma consommation», très bien, mais que ça n'en fait pas un projet politique. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, politiquement, on sait pas faire. La décroissance comme démarche individuelle, très bien, il nous appartient à chacun de le faire et pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être très bien. Mais politiquement, aujourd'hui, on ne sait pas faire et c'est pas une idée politique aujourd'hui. Ouais. Et je crois qu'il y a C'est pas une idée soutenable politiquement. C'est-à-dire que voilà. concrètement, les gens ne voteraient pas pour un parti, Exactement. E décroissant, c'est pas possible. exactement. Et donc je crois que, il y a la même chose sur la question de l'enracinement aujourd'hui où, ça peut être une démarche, presque, spirituelle, individuelle, voilà, beh, très bien, mais ça reste quelque chose de très peu politique. Et je pense que le vrai enjeu
pour nous, collectivement, c'est d'arriver justement à penser politiquement le réenracinement et à se dire, ce qui doit être enraciné, c'est pas, des individus dans un monde qui, par ailleurs, est déraciné, mais c'est, recréer des peuples enracinés, recréer des communautés, de taille significative, collectivement enracinées et donc arriver à penser, des leviers politiques, que ce soit, du protectionnisme, que ce soit des politiques démographiques, que sais-je, pour justement penser, ce réenracinement vraiment dans sa dimension, collective, communautaire, populaire, et pas uniquement effectivement comme, démarche individuelle qui peut être tout à fait sympathique, mais qui n'est pas du tout un projet politique, hein. OK, non, mais c'est très intéressant. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que voilà, c'est typiquement quelque chose qui m'apparaissait comme une Ouais. posture et en tout cas, ça mérite d'être questionné. Voilà, quand, à droite, on dit souvent: «Il faut s'enraciner, il faut se réenraciner, il faut, il faut revenir, au temps, béni de je ne sais quoi». Bref, et bien, en réalité, il faut toujours interroger ces choses qu'on répète à l'envi. Très intéressant donc cette question. Je te propose qu'on passe, à la dernière partie de notre entretien. Ce sera une partie qui mériterait presque, un entretien dédié, mais on va essayer d'être concis et quitte à, creuser peut-être sur une autre émission ensuite. On va parler du libéralisme et du capitalisme. Alors, ce sont 2 sujets que tu traites, beaucoup, dans les livres qui sont ici, que je présente et qui sont en description, de cette vidéo également, bien sûr. Donc voilà, je voulais donc te poser la question pour toi, qu'est-ce que le libéralisme? Qu'est-ce que le capitalisme? Alors le libéralisme, pour moi, c'est avant tout, une vision du monde qui est fondée sur une anthropologie qui est l'anthropologie individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est l'idée que l'homme est avant tout un individu OK. coupé du reste du monde social et donc, par extension, que l'ensemble du monde social ne serait composé que d'individus. Je vais, l'illustrer par des exemples. Vous ouvrez votre fenêtre, vous regardez les gens dans la rue, eh bien, vous voyez pas un peuple, qui, se lève pour aller au travail, qui, peu importe, sort du travail pour aller au café. Vous voyez des individus qui chacun poursuivent des buts individuels et vous voyez rien, d'autre que des individus. Eh bien, vous êtes individualiste. Bon. Je vais prendre encore un exemple encore plus frappant et plus clair. Quand vous avez beaucoup de personnes qui vous disent: «Le grand remplacement n'existe pas», et bien la Ouais. réaction dans nos milieux, c'est souvent de dire: «Mais ces gens-là sont fous, ils vont pas dans le métro». Bien sûr que si, qu'ils vont dans le métro. Mais si nous ne sommes que des individus, effectivement, le grand remplacement n'existe pas, puisque le grand remplacement consiste à dire on remplace un peuple par un autre. Donc Ouais. ça consiste à dire qu'il y a quelque chose qui est supérieur à l'individu, qui est en train d'être remplacé. S'il n'y a que des individus, eh bien, on remplace des individus par d'autres individus, mais le monde ne serait qu'un magma, qu'un agrégat d'individus, il n'y aurait pas de problème. Et donc, je crois qu'on ne peut OK. pas, par exemple, être individualiste en philosophie et affirmer qu'il y a un grand remplacement. Ça n'est pas possible. Bon. Et donc, le libéralisme, c'est la philosophie politique, alors qui se développe, disons, à partir du XVIIIe siècle, même s'il y a évidemment des racines beaucoup plus anciennes, probablement dès le XIVe siècle, euh, qui vise à repenser, contrairement à ce qui avait eu lieu depuis l'origine des temps, en tout cas depuis aussi loin qu'on remonte, disons chez les Indo-Européens, donc contre une vision, disons, organique, holiste, pour le dire avec un terme plus savant, bien l'idée de dire que non, finalement, il n'y aurait que des individus et il faut absolument tout repenser à partir de l'individu. Bon. Et puis le OK. capitalisme, eh bien, c'est le pendant économique de tout cela. C'est l'idée extrêmement liée à cela que la société ne serait qu'un marché, c'est-à-dire, eh bien, si nous ne sommes que des individus, quand deux individus se rencontrent, eh bien, ils cherchent chacun à maximiser leurs intérêts individuels, leurs profits individuels, leur confort individuel. Et donc, eh bien, ils ont une offre, une demande, etc. Ils négocient, ils marchandent. Et de fait, tout objet devient une marchandise. Et ça, je crois que c'est le propre du capitalisme. Tout objet dans le monde n'est plus valorisé que pour sa capacité
à satisfaire des désirs individuels, des besoins individuels. Et ça, encore une fois, c'est une nouveauté absolument majeure dans l'histoire des idées. Alors, j'ai lu avec attention, ton ouvrage «Capitalisme moderne et société de marché», qui donne une définition effectivement de ce qu'est le capitalisme, parce que j'avais écouté ton entretien avec Antoine de la chaîne Egonon sur Werner Sombart, dans lequel justement on parle à un moment, la question est posée: «Qu'est-ce que le capitalisme?» Et j'avais trouvé la réponse, c'est pas du tout, voilà, pour attaquer, mais j'avais trouvé la réponse un peu élusive. Enfin, moi, je suis très concret comme type Mmh. et donc j'ai besoin de concret et dans ce bouquin, vous avez une définition concrète et complète du phénomène. Donc ça, c'est très, très intéressant pour les gens comme moi qui se posent des questions, allez l'acheter. Mmh. Alors, je suis pas forcément d'accord avec tout, évidemment, et je suis notamment pas totalement d'accord avec ce que tu dis sur le fait que le capitalisme et le libéralisme n'existaient pas avant le XIVe siècle. Moi, j'ai une théorie, mais que tu connais puisque tu balayes hein, Mmh. dans ton bouquin, évidemment, cette objection. Je suis pas le seul à faire. Euh, En gros, moi, je pense que pour faire très simple, le libéralisme et le capitalisme, qu'on peut amalgamer dans une même définition, qui est effectivement de voir le profit et d'avoir l'envie du profit, pour faire simple. Je ne sais pas si c'est une très bonne définition, mais je, parce qu'elle est évidemment incomplète et caricaturale. Mais en tout cas, moi, je la vois avant, je la vois dès la nuit des temps. En réalité, je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous depuis longtemps. Alors toi, dans cet ouvrage qui est vraiment intéressant, hein, je vous invite vraiment à le lire, tu dresses donc plusieurs caractéristiques du capitalisme. Le désencastrement de l'économie, l'échange libre et déterritorialisé, la marchandisation du monde, l'autonomie du capital, donc ça c'est un point plus technique, la société de marché, le règne du désir. Et il y a quand même des choses qui moi me paraissent un peu moyennes, enfin moyennes, c'est un peu, c'est pas pour faire une critique du truc, mais euh, tu prends, tu dis voilà, le capitalisme n'existait pas avant un temps parce que la société n'était pas tournée vers le capitalisme. Et en cela, tu as assez raison. Je ne vais pas te dire le contraire, bien entendu. Mais je pense que ce germe-là, il existait déjà. Tu prends un exemple qui est, par exemple, le développement d'un marché considérable pour la revente des cadeaux de Noël. Donc là, c'est dans le côté marchandisation du monde. On ne s'attache plus aux cadeaux parce qu'ils ont une signification traditionnelle, parce qu'ils témoignent de l'attachement que nous porte un proche. Ils sont devenus de simples marchandises. Là, je pense que c'est un exemple qui est un peu, c'est normal en fait, parce que déjà, c'est la faute des gens. Premièrement, s'ils offrent des cadeaux qui ne sont pas adaptés à la personne à qui ils les offrent, donc la personne peut avoir envie de leur offrir. Et puis, il y a une abondance de biens telle que du coup, cette question-là ne se posait pas avant. On recevait un cadeau, c'était exceptionnel, quoi. Donc, je veux dire, ça, c'est aussi une conséquence de la technique, je trouve. Puis, dernière chose, sur toujours cette question-là du capitalisme qui existait avant, tu parles du fait que dans la communauté pré-capitaliste, on mange du porc après avoir tué le cochon. Donc c'était une cérémonie presque traditionnelle, tu l'as décrit comme ça, etc., etc. Et tu dis que voilà, avant d'acheter en barquette son truc de porc, il y avait quelque chose de quasiment traditionnel et compagnie. Et là, je vois quelque chose qui est de l'ordre un peu, j'espère que tu m'en voudras pas, mais c'est pas du tout méchant, parce qu'au contraire, Non, l'ouvrage est non, bien sûr. excellent, mais qui est un peu du romantisme. Parce que bon, moi, je connais des gens qui tuent le cochon. Bon, c'est pas, je veux dire, ils le font pas comme ça, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Et je me dis que si déjà ces gens-là, ils avaient pu acheter des barquettes de tranches de porc, de côte de porc, bah, peut-être qu'ils l'auraient fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression, tu as raison, la société n'était pas tournée vers le capitalisme entièrement. Voilà, elle était entièrement même tournée peut-être vers Mmh. quelque chose d'autre, Mmh. mais par défaut. Attends, je suis désolé, je te refais un autre truc Mmh. parce que là, c'est pour compléter mon propos. Mais dans économie médiévale et société féodale, tu parles d'un fait que la pénurie de monnaie a joué un rôle extraordinairement important en gros, dans le déclin économique et donc civilisationnel du Moyen Âge par rapport à l'Empire romain. Et en fait, je vois dans ces choses-là plutôt de l'ordre des circonstances plutôt que de l'idéologie, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire plus de conséquences, de causes matérielles que de causes idéologiques. Et en gros, j'ai l'impression que le capitalisme et le libéralisme existaient peut-être pas totalement, mais quand même de manière importante avant, malgré tout. Voilà, j'en ai fini, mais c'était mon objection.
Alors, évidemment, faudrait affiner, mais je crois que ce qui me semble vrai, c'est qu'il ne s'agit pas évidemment d'idéaliser le monde précapitaliste, et je crois qu'effectivement certains des traits, on va dire, presque psychologiques associés au capitalisme, l'utilitarisme, le goût un certain goût du confort, de la facilité et cetera, existaient évidemment et ont probablement toujours existé. Bon, donc en tant que, biais psychologique, en tant qu'élément psychologique, ils ont probablement toujours existé, évidemment. Par contre, OK, je crois que ce qui est nouveau, c'est d'en faire les fondements de l'ordre social. C'est de OK, finalement de les tout un tas de comportements qui relevaient du gain privé, du profit privé, du confort privé, n'étaient pas valorisés socialement, comme ils sont trouvés être valorisés socialement à partir du capitalisme. Ce qu'on voit finalement au moment de la naissance du capitalisme, c'est aussi une formidable inversion des modèles qu'on offre à la société, une formidable révolution dans le domaine des valeurs et de la morale. On voit un auteur comme Mandeville vouloir nous dire qu'en fait, tous nos vices ne sont plus des vices, mais sont des vertus. Parce que, eh bien, celui qui est très dépensier et peu regardant, ouais. eh bien, bénéficie à la société en dépensant beaucoup, et cetera. Donc, Oui, c'est vrai. il y a, on part de quelque chose qui était déjà là, mais on renverse la manière dont on le voit. Un modèle que je prends évidemment très souvent quand je fais des conférences, c'est le suivant, qui est encore une fois peut-être un peu simple, mais je crois qu'il est fondamentalement vrai. Les deux grandes figures tutélaires du Moyen Âge, c'est le saint et le chevalier. Donc, si on raisonne en termes des trois fonctions, le saint, première fonction, la sagesse, la spiritualité, etc. Et le chevalier, l'honneur, le courage, etc. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'au Moyen Âge, on n'a pas de personnes riches, on n'a pas de bourgeois, on en a évidemment. Mais ceux qu'on place au pinacle des représentations, c'est le saint et le chevalier. OK. Aujourd'hui, c'est évidemment l'inverse. Encore une fois, c'est un peu une boutade, mais Non, quand on mais regarde la presse, on voit pas, on voit rarement le classement des 100 personnes les plus courageuses de France. Non, on voit ouais, le classement des 100 personnes les plus riches de France. Et ouais, donc, on voit bien que c'est l'exaltation de la richesse matérielle qui a pris le dessus par rapport à d'autres choses, par rapport au courage ou par rapport à j'en sais rien, à la sainteté ou à autre chose. Et donc, je crois que mmh. c'est ça le vrai changement, mais il y avait effectivement des choses qui étaient en germe. Tu citais Son Barthes le dit à peu près en ces termes. Alors, comme c'est très, très long et pas toujours très clair, tout le monde ne le voit pas, mais il dit en gros, il y avait un esprit d'entreprise qu'il appelle esprit d'entreprise traditionnel et qui était utilisé pour faire des entreprises, par exemple, militaires. Et à un moment donné, eh bien, il y a une révolution des valeurs où on se dit, eh bien, finalement, on peut gagner autant qu'une expédition militaire, mais sans risquer de mourir en faisant du commerce. Bon. Et puis, d'ailleurs, c'est pas un hasard. Adam Smith, au XVIIIe siècle, écrit très explicitement qu'il ne comprend pas ces vieux aristocrates anglais qui continuent à avoir une éthique de l'honneur, une éthique militaire, à vouloir se battre en duel. Ils disent il ferait beaucoup mieux de faire des affaires tranquillement, ce serait beaucoup moins dangereux et beaucoup plus rentable. Donc, je crois que c'est ce changement un peu non pas dans le fait que certaines valeurs existent ou n'existent pas, mais dans la hiérarchisation collective des valeurs, que vraiment il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là. Je comprends et je suis d'accord avec toi sur ce constat. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que finalement cette hiérarchisation des valeurs qui était celle qui existait au Moyen Âge, hem, est-ce que cette hiérarchisation des valeurs, elle n'était pas le fruit, de circonstances extérieures? Je prends comme exemple, la monnaie qui, du coup, empêche on n'a plus d'or, puisqu'il n'y a plus de circuits commerciaux avec l'effondrement de l'Empire romain et compagnie. Donc, on n'a plus de monnaie. Et d'ailleurs, tu l'expliques très bien dans ton bouquin. Ça a des conséquences que, du coup, on est obligé de trouver d'autres moyens de payer les gens. Donc, on a la parole, par la parole, ce qui est magnifique et ce qui est évidemment beau, je veux dire. Mais bon, en soi, bon, je préfère être salarié d'un patron que de lui devoir de lui prêter allégeance. Non, bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est un peu ça, tu vois, c'est une adaptation au truc. Pareil, alors là, je vais pas aller chercher le livre parce qu'il est un peu loin, mais quand j'avais regardé l'économie en Grèce antique, je m'étais rendu compte en regardant un bouquin dont j'ai parlé avec Antoine Dégonane, euh, le,
le fait est qu'on a des écrits qui nous montrent que la société grecque, donc théoriquement pour nous le summum de l'européanité, en réalité, ils étaient confrontés au même problème de l'appât du gain, du profit et des richesses qui prenaient le dessus sur les autres valeurs et sur la vie de la cité. Et donc, en fait, est-ce que finalement, on en revient à une explication mécaniciste qui n'est pas forcément très heureuse parce que elle est un peu défaitiste pour nous, quoique, comme je dis, il y a toujours de l'espoir. L'écologie voilà, le retour des limites en écologie, etc., dans les consciences qui peut arriver. Mais est-ce que voilà, il n'y a pas une inéluctabilité du libéralisme et du capitalisme, au moins dans une forme modérée? Et est-ce que c'est cette parenthèse du Moyen, enfin, c'est pas cette parenthèse, mais cet épisode du Moyen Âge, est-ce qu'il n'était pas entièrement dû ou majoritairement dû à des circonstances extérieures et indépendantes de la volonté de ces acteurs? Je crois qu'on a vraiment tendance dans nos milieux à négliger, beaucoup trop le poids des facteurs matériels. Dans le cas de l'essor du Moyen Âge, ils sont évidents. Le Ok. Moyen Âge naît en réponse à l'effondrement de l'Empire romain et à tous les enjeux matériels qui se posent à l'époque, besoin de sécurité, sur un monde beaucoup plus terrien, où il y a plus de métaux précieux et donc Ouais. toutes les structures fondamentales de la féodalité, le fait que les contrats passent avant tout par la parole donnée, le fait que, on soit sur un monde beaucoup plus, territorialisé et communautaire, le fait que les solidarités communautaires elles-mêmes soient beaucoup plus fortes et beaucoup plus nécessaires. Tout ça, est aussi évidemment le produit des circonstances. Donc ça, faudrait évidemment pas le nier et je crois que c'est vrai à quasiment, toutes les époques. Il y a chaque fois un poids des circonstances matérielles qui est beaucoup plus fort, que le poids des idéologies, des visions du monde et cetera. Bon. Sur l'aspect, cyclicalité ou, est-ce que disons le capitalisme ou des valeurs capitalistes ont pu exister à d'autres époques? Je crois qu'il y a effectivement encore une fois, des cycles, des civilisations, et qu'effectivement, un de ces cycles-là, c'est qu'on alterne sur la longue durée entre des périodes de relative territorialisation des activités et des périodes de relative ouverture où les activités économiques et sociales prennent place sur des échelles beaucoup plus vastes, avec des systèmes d'échange plus étendus, des modes d'économie plus complexes, et puis des périodes de crise où justement cette complexité se réduit brutalement et des périodes de reterritorialisation des activités. Et ça, on l'observe effectivement à la fin du monde grec, à la fin du monde romain. Probablement, on est en train de le voir sous nos yeux alors qu'il est également. Je m'intéresse beaucoup en ce moment à l'histoire chinoise. On l'a vu Mhm. également à la fin de l'Empire Han, qui correspond globalement en termes de date à l'époque romaine pour nous. Donc en gros vers la fin du IIe siècle, eh bien, on a la même chose, période de déclin accompagnée d'une relative relocalisation des activités. Donc je crois qu'il y a aussi effectivement derrière tout ça des choses fondamentales. Il y a aussi effectivement le fait que certaines périodes de grand essor civilisationnel qui augmentent le niveau de vie, qui augmentent le niveau de confort, amènent de nouvelles générations à davantage valoriser le confort, Ouais. et donc changent les valeurs. À Rome, quand on lit tout un tas d'historiens romains, eh bien, on voit très bien que les vieux Romains s'inquiétaient que les jeunes Romains n'aient plus leurs valeurs, ne soient plus que dans la distraction et Ouais. les termes, mais plus du tout la perpétuation de valeurs beaucoup plus classiques. Donc je crois qu'il y a effectivement des choses très puissantes là-dedans, un mécanisme finalement qui est très puissant, qui a été décrit un petit peu, et je trouve que c'est des pages absolument prodigieuses, par Ortega y Gasset dans la révolte des masses, où il dit, en gros, que le grand drame de la civilisation, c'est que celui qui naît dans une civilisation ne se rend pas compte de la masse d'efforts et de sacrifices qui a Ouais. été rendue nécessaire pour que cette civilisation vienne à Exactement. l'existence. Et donc, on a tendance à prendre comme donné que plein de choses existent alors qu'elles ne sont pas données. Et que pour les Ouais. produire, il a fallu des conditions de possibilité qui sont souvent des siècles Exactement. d'abnégation, d'efforts, de transmission, etc. Et que ça, on l'oublie et qu'on prend comme donné plein de choses. Et qu'en fait, comme on les prend comme données, ben,
s'intéresse que trop peu à leur renouvellement, à leur fragilité, et donc on les prend presque comme biens de consommation, alors qu'on devrait les prendre comme des choses fragiles à faire perdurer. Et ça, je crois que c'est vrai, et que c'est un travers probablement de tous les peuples à toutes les époques. Et donc effectivement, c'est probablement que toutes les civilisations à leur apogée ont ce travers-là, et ce qui à terme les condamne à une forme de déclin ou de récession. Ouais. Et alors, question provocatrice, mais pourquoi le capitalisme ou le libéralisme, on va utiliser le terme capitalisme parce que j'imagine que c'est une forme ultime du libéralisme, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas, mais en tout cas, pourquoi ce monde-là, il est vu comme le mal absolu à droite, alors que, bah, force est de constater qu'aujourd'hui, la société du confort et de la modernité, qui a bien des défauts, certes, a aussi d'immenses avantages et que ces avantages-là, c'est difficile de nier qu'ils proviennent quand même, au moins en partie, d'une économie libérale et capitaliste. Pourquoi ça serait toujours le mal absolu à droite? Ouais, ouais. Alors 2 choses. Un, je sais pas si c'est vraiment le mal absolu, c'est-à-dire que, à mes yeux, au contraire, il y a finalement une grosse tendance de la droite qui souvent devrait être, en tout cas critique philosophiquement. J'entends bien disons du capitalisme ou du libéralisme, en tout cas de l'anthropologie qu'il tend, c'est-à-dire l'anthropologie individualiste qui pour moi est vraiment le cœur du problème. Après, si par capitalisme on entend le fait que, les artisans doivent pouvoir être relativement libres et qu'il ne faut pas trop d'impôts pour les emmerder, et cetera, ça, il y a pas de problème. Mais quand Oui, on oui. pense en termes philosophiques, en termes d'individualisme philosophique, là, je crois que c'est très, très peu compatible une vision de droite, et qu'au contraire, un des grands travers de la droite est souvent son côté bourgeois quand il s'agit d'être confronté à des vrais enjeux. On peut prendre l'exemple de toutes les circonscriptions traditionnelles de droite qui ont très massivement voté Macron face à Marine, précisément parce qu'à un moment donné, confronté au choix, l'intérêt du portefeuille vaut plus que tout quasiment. Bon, ça c'est un premier point. Après, sur la, l'efficience, on va dire, du capitalisme, c'est un point à mes yeux très intéressant et souvent trop mal compris. Et je crois que pour faire simple, le capitalisme ou le libéralisme ont eu pour ambition de quasiment tout réduire, de réduire en fait l'ensemble de la vie sociale à l'utilité individuelle, au profit individuel, et donc à dire que finalement les choses, les objets ne valaient que dans la mesure où elles procuraient du profit, de l'utilité individuelle. Bon. Et donc, n'a visé à faire du monde social, en tout cas, est-ce que celui-ci n'est plus pour seul but que de produire plus de biens de consommation, plus d'utilité, plus de profit, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il a effectivement été extrêmement productif et plus productif que tout autre système. Il a produit plus de biens de consommation, plus de profit, etc. Bon. Mais évidemment, tout le drame, c'est qu'il a produit beaucoup de ça, mais qu'il a produit très peu d'autres choses. Et par exemple, il a probablement été le système le plus productif en termes de biens de consommation et le moins productif en termes de spiritualité. Il y a eu probablement un déclin de toute forme de spiritualité, de sens sous le monde capitalisme que sous toute autre forme d'époque. C'est la fameuse phrase de Bernanos, on ne comprend rien au monde moderne si on ne comprend pas que c'est une vaste conspiration contre toute forme de vie intérieure. Je crois que ça, c'est vraiment vrai. On peut aussi probablement dire que il y a aussi été d'une très très grande stérilité d'un point de vue esthétique. On va dans n'importe quel village aujourd'hui qui a un petit centre-ville médiéval, c'est charmant, et Oui, ça a oui. été construit avec des moyens très largement inférieurs à ceux dont on dispose aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne construit plus que du préfabriqué Ah, mais il et y a du eu béton. d'autres choses quand même. Parce que si on prend, alors moi, une période que j'aime bien, c'est-à-dire l'avant-guerre, en fait, on a quand même de l'art nouveau, de l'art déco, des choses qui sont intéressantes et qui sont belles. On a tout le futurisme italien aussi. Est-ce que, en fait, je suis d'accord avec toi. Il y a évidemment une finalité du capitalisme et du libéralisme en tant que tel et en tant que système autosuffisant qui est néfaste, bien entendu, ne serait-ce que parce que bah, y a un moment où on épuise les ressources à force de produire et puis bah, finalement la civilisation s'écroule
définitivement pour toujours. Donc ça, pour toujours, c'est-à-dire pour des milliers, des milliards d'années. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord. Mais est-ce que malgré tout, le système économique libéral et capitaliste, tant qu'il est encadré par des barrières à la fois culturelles, sociétales, mais aussi pourquoi pas légales, politiques, etc., est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire quelque chose d'autre? Parce que honnêtement, il y a des grandes choses qui ont été réalisées grâce à ça. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver une alternative et pas réconcilier la droite avec le libéralisme et le capitalisme, avec une espèce de troisième voie, quoi? Alors, je pense qu'on ne peut pas réconcilier la droite avec l'individualisme. Par contre, évidemment, quand tu dis, il faudrait l'encadrer politiquement, socialement, et cetera, ça dépend ce que ça veut dire. Si ça veut dire, on place au-dessus de tout, des objectifs, par exemple politiques, civilisationnels, communautaires, peu importe, et on lui subordonne l'économie, très bien, là je suis évidemment complètement d'accord, mais à mes yeux, on n'est plus dans le capitalisme, puisque par définition, on est dans l'idée qu'il y a un primat du politique et des objectifs, on va dire, collectifs, qui donc ne sont pas réductibles à des objectifs individuels. Et ça, je crois que c'est par exemple le cas de... Enfin, comme ça que les choses se passaient, par exemple, au Moyen-Âge, où on voyait, on a vu des très grandes fortunes se constituer, mais ces fortunes, toute la richesse bourgeoise au Moyen Âge, qui à l'époque d'ailleurs n'est que la richesse, le bourgeois, c'est l'habitant du bourg, donc de la ville, la richesse des villes, était très largement tournée vers le financement de la cathédrale, de l'église, de Ouais. l'hospice, etc. Et donc, il n'y avait pas l'idée que la richesse était un mal en soi. Il y avait même une concurrence assez forte entre les Ouais. provinces elles-mêmes pour attirer les foires, et cetera. Mais il y avait l'idée que cette richesse devait rester subordonnée à autre chose de plus grand collectivement. Et donc ça, je crois que c'est vraiment ça l'idée importante, plus que à la limite l'usage de tel ou tel terme. Mais ça, Ok. c'est vraiment Où le point l'économie doit essentiel. être, en gros, nous, notre combat à nous, ça serait de pas forcément, alors quel que soit notre degré, notre curseur de libéralisme Mmh mh. qu'on choisit, du communisme au libéralisme, on choisit celui qu'on veut, mais par contre, ce qui caractérise une pensée de droite efficace selon toi, c'est toujours de subordonner l'économie à l'intérêt collectif. Voilà, c'est pas évident quand Exactement. même, hein. Ouais, ouais. Parce que franchement, bon, au-delà de l'idéalisation, tu vois, du monde ancien, je veux dire, bon, parce que tu parles beaucoup des corporations, par exemple. Mmh mh. Tu as fait un ouvrage là-dessus, tu as fait des conférences là-dessus. C'est toujours très intéressant, mais honnêtement, si elles ont disparu, c'est aussi parce que c'était quand même. Enfin, il y avait des choses de bien là-dedans, mais c'était aussi une forme de sclérose quand même, de sclérose en termes d'innovation. Et voilà. Je ne sais plus où j'avais entendu ça, euh, euh, mais je ne sais plus, je crois que peut-être que c'était dans cette vidéo sur Bernard Sombart d'ailleurs, cette phrase qui m'avait marqué, que je redis un petit peu de tête comme ça. Du temps de la corporation, on faisait quelque chose qui était ancien parce que c'était ancien, et c'était bien parce que c'était ancien, et alors que notre temps moderne, eh bien, on se coupe de cette chose-là et on fait quelque chose de nouveau. Alors, le mieux, c'est de ne pas faire ça parce que c'est nouveau, mais par contre, parce que ça serait mieux que l'ancien. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une forme de sclérose dans ce monde un peu idéal des corporations et de la société avant le capitalisme? Il y a effectivement, ce que tu dis, effectivement, c'est un exemple que je cite souvent dans mes conférences sur le sujet. Il y a effectivement l'idée qu'il y a une autorité du passé, beaucoup plus grande, et je crois que peut-être c'est une des grandes différences. Toute la pensée, en tout cas de gauche progressiste classiquement, est tournée vers l'avenir, et finalement tout le message politique qu'ils promeuvent, tire son autorité de l'avenir. C'est au nom de l'avenir que tout est justifié, et y Ouais. compris les massacres, et cetera. Et la pensée de droite, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt une pensée qui tire son autorité d'un passé, d'une origine à retrouver, origine à recréer, et cetera. Après, finalement, toute la difficulté est d'arriver à articuler intelligemment la tension entre les deux. Ah oui. Je crois que c'est tous les penseurs intéressants de troisième voie, de la révolution conservatrice, et cetera, sont toujours arrivés à ne pas penser uniquement à partir du passé, mais à articuler de manière un peu dialectique les besoins futurs ou le modèle futur avec une fidélité
à certaines choses issues du passé. Et qu'effectivement, la pensée purement conservatrice ou purement réactionnaire qui ne regarderait que derrière, serait toujours en retard et serait au final complètement impolitique. Donc c'est Ouais. évidemment pas quelque chose de souhaitable, mais effectivement, il y a le travers inverse qui consisterait effectivement à faire du passé table rase, comme disait Marx. Et là, c'est évidemment l'autre travers, hein. Non, non, mais je comprends et c'est très intéressant. La vraie question, c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et concrètement, quelle solution toi tu donnes à cette question? Moi, j'en ai pas, je m'interroge. Je sais que l'anticapitalisme et l'antilibéralisme de droite pavlovien me donnent de l'urticaire, tout comme d'ailleurs le libéralisme de droite bête et méchant me donne aussi de l'urticaire. Mais voilà, j'essaie de m'interroger sur tout ça Ouais, ouais. et globalement, est-ce que tu as une solution clé en main à nous fournir? Alors, j'ai pas de solution clé en main, mais moi, plus le temps passe, moins j'emploie les termes de capitalisme et libéralisme. Alors, je pense Mmh. qu'ils ont vraiment du sens d'un point de vue, presque théorique, OK. qu'effectivement, c'est très important de comprendre ce que j'ai fait dans mes livres, ce qu'est Ouais. l'individualisme comme anthropologie, quelles sont toutes ses conséquences et cetera et pourquoi, dans l'histoire longue, ça a été une révolution, mais qu'après, pour penser, politiquement, il est préférable d'essayer de se dire, comment est-ce qu'on construit une économie enracinée, une économie au service des peuples? Comment est-ce qu'on repense, par exemple, le protectionnisme, le localisme, à quelle échelle, et cetera. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant qu'effectivement des débats où malheureusement les gens souvent ne sont déjà pas sur les termes pour commencer, hein. Oui, Et oui. ça, c'est ouais. Non, mais ce que je note, c'est quand même que c'est un sujet qui est très complexe parce que souvent, quand à droite, on critique le libéralisme et le capitalisme, malgré tout, il y a une efficacité telle Mmh mh. de cette économie-là. Voilà, de la même manière qu'on critique souvent la décadence occidentale, bon, ça n'empêche que il y a plein de peuples qui sont soi-disant dans des pays traditionnels et rêvés, qui ont envie du modèle occidental, voilà. Et de la même manière, quand on va dans un pays communiste où apparenté, le mode de vie libéral, enfin l'économie libérale et compagnie, déjà en réalité est déjà en application dans plein de ces pays-là, au moins pour les élites. Et en plus c'est une attirance quoi. C'est et même plein de gens de chez nous qui critiquent ce mode de vie, bon, bah, globalement, bon, on est tous avec un smartphone, avec, une recherche de profit, on fait des cadeaux à profusion Mmh parce mh. que c'est Mmh mh. Noël, parce qu'il y a des enfants et qu'il faut leur faire plaisir, on veut leur faire plaisir. Bref, je veux dire, cette tension dont tu parles, elle nous habite et comment la résoudre? C'est ça la vraie question. Parce que moi, je me vois pas vivre dans un monde des corporations et de la féodalité, même si ce que tu décris dans ton bouquin Mmh. est intéressant, mais je veux dire, concrètement, j'ai du mal à m'imaginer ce que ça veut dire, concrètement. Voilà, dans un monde d'aujourd'hui, on va dire du néocorporatisme, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors le communisme, on n'en parle pas parce que bon, bah là, ça c'est impossible. Euh, mais voilà, c'est dur de s'extraire de cette espèce de rêve libéral, quoi. C'est compliqué. Je ne sais pas comment tu te positionnes par rapport à ça, mais c'est dur de se battre contre Non, ça. tu as évidemment raison. Comme on le disait au tout début, je crois qu'on a, enfin, ou j'ai en tout cas une vision du monde, qui est antilibérale parce qu'elle est anti-individualiste, mais Mhm. qu'effectivement ensuite les circonstances et notamment les circonstances des quelques dernières décennies ont été très peu favorables à cette vision du monde, simplement parce qu'effectivement, il y a une fascination de ce monde marchand. Ce qui est très, voilà, il y a Marx parlait très justement du fétichisme de la marchandise. Il montre bien que la marchandise est le nouveau fétiche, c'est la nouvelle idole, c'est presque la seule chose qu'on vénère encore, c'est la chose, la chose marchandise. Quand je fais des conférences également, parfois, je cite cet exemple enfin, 2 exemples assez drôles et en même temps d'une immense tristesse. Chaque année, maintenant, aux États-Unis, il y a souvent des morts pendant les soldes, parce Ok. que, des gens finissent piétinés, parce qu'il y a tellement de monde devant les entrées, donc ils meurent piétinés pour aller acheter, je sais pas quoi, un Et attends, t-shirt.
En France, on risque d'avoir ça bientôt, parce que tu vois des scènes qui étaient Ouais. restées mémorables, hein, de gens qui se battaient pour un pot de Nutella en Alors voilà, France. Ça arrive, ça arrive. j'allais le citer, il y avait eu effectivement un traumatisme crânien même, je crois, pour un peu de Nutella, pour une réduction de je sais pas quoi, d'1 € ou 2 € sur un pot de Nutella. Donc on est vraiment dans ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Quand on lit l'histoire des par exemple, du bon marché à la fin du 19e, c'est assez fascinant, où en OK. fait, au début, les gens n'arrivaient pas du tout à faire confiance à un magasin où ils ne connaissaient pas personnellement l'artisan et il a fallu mettre Mmh. en place tout un tas de séductions pour effectivement mettre en scène la marchandise, les biens nouveaux et puis les rendre acceptables, rajouter la publicité, rajouter, etc. Les lumières, les femmes légèrement habillées pour les vendre, etc. Bon, donc tout ça a dû être mis en scène. Et c'est très dur de résister. C'est évidemment très, 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 très dur de résister. Ouais. Et effectivement, une vision du monde qui dit il y a autre chose, qui dit il y a le courage, il y a l'honneur, il y a l'intelligence, la finesse, etc., a forcément beaucoup de mal par rapport à ça. Et je crois qu'effectivement, globalement, toutes ces valeurs autres que l'utilité, le confort, etc., ont considérablement décliné par rapport à ces valeurs marchandes, utilitaires. Et encore une fois, peut-être que là, on est aujourd'hui à un point un peu de bascule, parce qu'à nouveau, déjà, on a conscience que ça nous a amené à des impasses écologiques, à une surconsommation, à des modes de vie qui ne sont pas du tout durables, parce que une crise écologique ou de ressources fera qu'il y aura de moins en moins de ces biens-là. Donc peut-être que c'est l'occasion de réaffirmer d'autres valeurs, mais comme toi, malheureusement, je crois que hors de ces contraintes, notamment écologiques et de ressources, il y a malheureusement peu d'autres voies de sortie parce que les séductions du capitalisme sont absolument telles que c'est très dur d'en sortir. Et le capitalisme a fait preuve d'une capacité absolument incroyable à se réapproprier toutes les contestations qui ont été formulées contre lui. On pense à toutes les critiques de gauche du capitalisme ont été intégralement réincorporées par le capitalisme, où aujourd'hui, les plus woke sont les grandes entreprises. Ouais, Euh, mais c'est et les... normal, c'est l'attrait du modèle. C'est parce qu'on a tous en nous cette volonté de plus, malheureusement, et qu'il y a plus de limites. Mais c'est vrai que c'est complètement dingue. Tiens, pour finir, juste en quelques minutes, parce que c'est un sujet qui est en fait hyper important quand on parle d'économie, c'est bien sûr le sujet de la religion. Tu en parles dans tes ouvrages. Le capitalisme, le libéralisme, ce modèle un peu sans limite, euh, est-ce que enfin, tu en parles comme d'un modèle. Alors, tu prends à la fois Weber et Sombart qui parlent de l'éthique protestante et aussi de l'apport juif sur ces questions-là. Euh, Est-ce que la seule barrière, tu parles du fait que le christianisme, parce qu'il amène le désenchantement du monde, permet le monde de la modernité tel qu'on connaît, mais est-ce que malgré ça, le christianisme, le catholicisme pour être plus précis, est-ce que c'était pas une barrière contre contre le capitalisme et le libéralisme? Et est-ce que du coup, dans un monde qui naît aujourd'hui, on peut le déplorer, on peut le saluer, j'en sais rien, ça dépend un peu des personnes, qui n'est plus catholique ou quasiment plus, euh, est-ce que finalement, il n'y a pas d'autre. Enfin, est-ce que finalement, il n'est pas inéluctablement libéral, capitaliste? Complètement d'accord. Je crois qu'effectivement, jusqu'à, en tout cas jusque très récemment, la principale force d'opposition au capitalisme a été, l'Église ou en tout cas les enseignements du catholicisme, du christianisme, en insistant sur d'autres valeurs que les valeurs marchandes, en organisant, des cérémonies, des fêtes, une journée par semaine qui échappent complètement, aux valeurs marchandes et qu'effectivement, de ce point de vue-là, le déclin du catholicisme a favorisé considérablement le terrain vers le capitalisme. Et probablement que les plus anticapitalistes, sans le savoir forcément aujourd'hui, sont les familles qui restent relativement traditionnelles. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Et sur le rôle du protestantisme et du judaïsme, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Est-ce que c'est un rôle qui est avéré? Je pense notamment à la question protestante, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, puisque ça fait, c'est une religion qui fait partie
du monde européen. Donc, c'est celui-là cette Mmh. religion qui m'intéresse le plus. On pourrait parler du judaïsme aussi, bien sûr, mais euh, est-ce qu'il y a véritablement dans le protestantisme une, une ouverture vers le capitalisme qui a permis l'essor du monde anglo-saxon? Alors, je pense en partie, c'est évidemment un sujet très compliqué. Donc, la thèse, évidemment, historiquement, fait référence au grand livre de Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où en fait Weber a une définition très particulière du capitalisme, où lui, ce qui l'intéresse réellement, c'est ce qu'il appelle le rationalisme, l'idée qu'à un moment donné, on se met à compter beaucoup plus, à normaliser les choses beaucoup plus, et il regarde notamment le monde des petits commerçants, des petits marchands, des petits boutiquiers dans l'Europe du Nord qui accumulent patiemment, etc. Et donc là, il voit effectivement un rôle notamment du calvinisme, puisque le protestantisme lui-même est multiple, donc notamment du calvinisme dans l'essor de, de ce rationalisme. Bon. Je pense que ça, c'est globalement assez vrai. Il y a beaucoup d'études qui ont même essayé de montrer ça de manière un peu quantitative en regardant, par exemple, est-ce que les villes dans lesquelles les traductions de la Bible par Luther ou Strauss arrivent en premier, est-ce qu'elles ont été plutôt Mm. capitalistes plus tôt ou plus tard? Et donc ça, c'est globalement vrai. Donc il y a beaucoup de faisceaux qui indiquent cela. Après, je crois que si ça a joué un rôle, ça a pu aussi jouer un rôle qui n'est pas celui que montre Weber, mais qui est simplement l'idée qu'en condamnant globalement l'institution de l'Église et en privilégiant la relation purement personnelle entre l'individu, le croyant et Dieu, sans l'intermédiaire de l'institution, eh bien, le protestantisme a pu contribuer à la philosophie individualiste. Et ce Ouais, ok. lien-là, encore une fois, je crois qu'il est relativement clair dans l'histoire des idées, où on voit à peu près, vraiment la naissance, en tout cas l'essor de l'individualisme chez beaucoup de penseurs protestants, parce que précisément, ça consiste finalement à couper de plus en plus l'homme de la communauté en privilégiant le rapport personnel, individuel à Dieu, indépendamment de l'institution, indépendamment du monde concret dans lequel on est jeté, on est enraciné. Et donc, de ce point de vue-là, ça a pu aussi favoriser l'individualisme. Ok. Non, bah écoute, c'est très clair et c'est super intéressant. Donc je pense qu'on a bien fait le tour du sujet, même si ça aurait mérité bien plus encore, évidemment, mais j'espère qu'on pourra en reparler. Je ne résiste pas à l'idée de citer en conclusion ta conclusion à toi de ton livre Capitalisme moderne et société de marché. Puisque le capitalisme est avant tout un esprit, une relation de l'homme vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde, il apparaît évident qu'il ne peut pas s'éteindre naturellement, il doit se heurter à une autre vision de l'homme et du monde, à une sensibilité alternative, à une hiérarchie de valeurs qui ne place pas l'utilité individuelle et les profits monétaires au sommet. Et je pense que c'est une parole très juste. Voilà, moi j'ai un curseur qui est quand même plus, sans doute, que toi vers le libéralisme économique et une certaine forme de capitalisme, même si le terme est évidemment dévoyé et piégé. Mais malgré tout, je ne nie pas que tu as totalement raison sur cette analyse qui est que l'économie doit toujours être subordonnée à l'intérêt collectif, si tant est que le collectif existe toujours, ce qui est une autre problématique. Mais en tout cas, non, non, vraiment, c'est très intéressant de discuter tout ça. J'espère que ça vous a plu à vous qui avez écouté cette émission. N'hésitez pas d'ailleurs à soutenir Sunrise pour qu'on ait de plus en plus de contenu de ce genre, parce que je pense qu'il y a peu d'échanges de cette qualité qui existent. Bon, ça fait un peu le mec qui se jette des fleurs, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci Guillaume, parce que franchement, c'était un super moment. Donc merci à toi. Je rappelle, tous les livres sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez les acheter. Nouvelle édition, rubrique collection longue mémoire de l'Institut Iliade. Vous avez trois ouvrages très intéressants. Aussi, Pourquoi tant d'inégalités, une réponse à Thomas Piketty qui est fondamentale et qui parle d'un sujet que j'aime bien, l'égalité. Donc voilà, peut-être un petit mot de la fin, Guillaume, allez. Bah, merci à toi, Nicolas. Écoute, et bravo pour tout ce que tu fais. On n'est pas forcément, évidemment, toujours d'accord sur tout, mais je crois que le travail que tu fais d'interroger les catégories de la droite, notamment certains des travers de la droite, parfois une certaine paresse de droite aussi, qui, je crois, est malheureusement un travers très important et trop important. Le côté parfois se complaire
dans des facilités, dans des figures presque mythologiques, mais qui tournent à l'impolitique. Tout ça est très important, donc je soutiens ce que tu fais et puis, j'étais ravi de pouvoir participer à cette émission. Bah écoute, superbe Guillaume, c'était un plaisir pour moi, un plaisir pour vous tous qui avez regardé, j'espère. Et puis, bien les amis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!